Clarisse Goroukov, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder donc de votre temps pour nous accorder donc un entretien dans le cadre de notre série YouTube Zone Critique. Nous allons, avant d'aborder votre dernier ouvrage et votre œuvre en général, parlons pour commencer un petit peu de votre parcours. À partir de quand avez-vous ressenti ce besoin d'écrire et quel en a été le facteur déclencheur? Alors, quand j'étais petite, j'observais ma mère écrire à la machine à écrire et gribouiller assez fréquemment sur du papier, dans des carnets. Et ça me semblait magique et fascinant. Parce que quand on est enfant, on sait que la vie va être plein d'apprentissage, apprendre à marcher, apprendre à parler, apprendre à se débrouiller. Et là, je me disais, mais ça, cet apprentissage, quand est-ce que je vais pouvoir... ce sera pour quand, en fait et ça me semblait être à la fois quelque chose d'un peu de crypté, puisque donc... quand un enfant passe et voit un papier, il ne peut pas le lire. Et en même temps, à portée de main, littéralement, parce qu'il me suffisait de prendre un feutre pour... J'avais l'impression, moi aussi, d'écrire quelque chose et que ça avait un sens crypté aussi, quoi. Donc, ça me fascinait. Et ensuite, je suis rentrée en CP, donc j'ai pu déchiffrer tout ça. Et j'ai immédiatement aimé écrire, en fait, composer des messages, associer des mots, faire des phrases qui me permettaient en fait de composer mon petit monde à moi et à la fois de m'échapper du monde tel qu'il était, tel que il m'accaparait et en même temps de pouvoir à la fois m'isoler et aller vers les gens. Voilà, je me disais, quand je suis toute seule, j'écris, on ne vient pas m'embêter, c'est mon histoire, c'est mon monde. Mais si j'ai envie de le mettre, de le faire lire, de l'offrir à quelqu'un, c'est une histoire que j'offre. Donc ça me semblait être un idéal de vie, en fait. D'accord. Est-ce que vous nous permettez de dévoiler votre âge, même si ce n'est pas très galant? Oui. Voilà, vous avez 32 ans donc et vous êtes déjà auteur de 3 ouvrages. Le premier était De la bombe, le deuxième Casse-gueule, tous deux publiés chez Gallimard, et donc le dernier en date, Les fillettes, chez les éditions Équateur. Alors pour les aspirants écrivains qui nous écoutent, comment peut-on capter l'attention d'une aussi grande maison que Gallimard à moins de 30 ans justement n'était-ce pas intimidant pour vous? Comment avez-vous entrepris finalement cette démarche? J'ai... Non, pas intimidant du tout, parce que je me suis dit, je vois pas pourquoi pas Gallimard, en fait. Pourquoi je me suis dit, autant taper directement très haut et ensuite redescendre. Et après, j'ai compris que de toute façon, il n'y a pas vraiment de pyramide, dans le sens, oui, en termes de prestige, il y a une pyramide, bien sûr. Tout le monde pense à des grosses maisons d'édition et les met en haut de la pyramide parce qu'elles sont voilà, prestigieuses et qu'elles occupent énormément l'espace littéraire. Maintenant, j'ai revu complètement ma considération. Je vois des choses de manière beaucoup plus transversale. D'autres maisons d'édition m'intéressent pour leur ligne éditoriale, leur prise de position. Et donc, Gallimard, j'ai déposé mon manuscrit, voilà, comme en fait des millions de Français, je pense, qui déposent leur manuscrit chez Gallimard. Et j'ai eu une petite réponse par mail d'un éditeur qui est devenu mon éditeur, Jean-Marie Laclaftine, donc un pilier de Gallimard, et qui m'a encouragée à lui envoyer la suite parce que j'avais envoyé qu'un extrait. Et là, c'est pas du tout un conseil que je donne aux aspirants écrivains d'envoyer un extrait. Mais en tout cas, moi, ça m'a permis d'être en contact avec Jean-Marie Laclaftine et ensuite de lui proposer, enfin de lui demander si je pouvais quand même le retravailler et si à mesure que je retravaillais, je pouvais lui envoyer. Et c'est comme ça en fait que le travail et la relation s'est nouée avec lui et que mon premier roman De la bombe est né, voilà. D'accord. Alors ensuite, Les fillettes en 2019, donc maison d'édition Équateur. Donc bien sûr, une maison d'édition peut-être un peu moins connue. Qu'est-ce qui a guidé votre choix justement C'est pour cette une maison-là? raison plutôt affective, on va dire, parce que Olivier Frébourg, qui a fondé les Équateurs, est un ami et mon amoureux de l'époque est un très très bon ami d'Olivier. Et donc, j'étais amenée souvent à le fréquenter. C'est un type extraordinaire, très intelligent, très vif, très poétique. Et comme j'écrivais mon livre à ce moment-là, et qu'il est éditeur, naturellement, je lui ai fait lire, il l'a beaucoup aimé, et voilà. D'accord. Alors, vous avez écrit un livre par an depuis 2017. Donc, comment vous astreignez-vous justement à ce processus d'écriture? Est-ce naturel, instinctif? Est-ce que ça vient comme ça, vraiment au fil de l'eau? Ou au contraire, devez-vous forger une certaine contrainte, une certaine discipline pour écrire? Discipline, ça c'est
clair et net. Je pense même que c'est la chose dont je suis le plus fière. Si on m'avait dit ça quand j'étais gamine, que j'allais être une fille autodisciplinée, j'aurais jamais cru. Je pensais que j'avais aucune rigueur et aucune discipline et plutôt du style oh là, dès que ça me saoule, j'abandonne et je passe à un autre plaisir en fait. Très hédoniste. Et en fait, justement, je pense que les vrais hédonistes doivent être hyper autodisciplinés. L'hédonisme au sens aussi qui veut accomplir des belles choses, créer, parce que on supporte pas les contraintes. Le plaisir guide notre pensée, notre manière de... Quand je dis note, on n'est pas une confédération d'hédonistes. En tout cas, si on veut vraiment être baigné dans une forme d'un environnement de plaisir esthétique, intellectuel, ça me semble indispensable de très vite saisir son rapport au travail pour justement que ça ne soit pas un effort, mais que le travail devienne... avec tout ce que ça comporte d'acharnement, de dévotion, devienne une source de plaisir aussi. Voilà. Donc ça, j'ai très vite compris. Donc je peux écrire, quand j'écris, c'est jamais laborieux. J'ai pas une écriture douloureuse. C'est pas Flaubert, voilà, quand on gueule dans... Non. Voilà. Je suis toujours satisfaite de ce que j'écris, sinon j'écris pas. Je sens que c'est le bon moment. Si c'est pas le bon moment, je vais me balader dans la nature. C'est le moment d'aller se balader dans la nature. Mais je pense qu'instinctivement, j'arrive à savoir assez bien ce que je peux recevoir et donner. Et sinon, mes 3 livres se sont enchaînés, mais je pense que c'est parce que les 2 premiers aussi étaient une espèce de prélude au 3e, même s'ils n'ont rien à voir, mais une prélude presque un peu psychanalytique, de décharger des choses qui m'habitaient, qui ne m'appartenaient pas que à moi, qui n'appartenaient pas qu'à moi, d'une certaine violence, une certaine complexité de l'existence, une manière de buter contre les choses, contre le réel, contre les autres, contre moi-même, et ensuite pouvoir amener la genèse de ce que je suis. Ça paraît très grandiloquent dit comme ça, parce que je suis pas grand-chose, mais pour moi je suis beaucoup, parce que je suis dans mon corps et dans ma tête. Donc voilà, après ça a été Les Fillettes, mais j'aurais pas pu écrire Les Fillettes d'emblée comme ça. D'accord. Alors justement, pour rebondir sur vos propos, est-ce que vous avez l'impression peut-être d'être arrivé au bout d'un premier cycle? Parce que vous n'avez pas écrit en 2020, bon là nous sommes en 2021, peut-être que vous êtes sur la rédaction d'un prochain ouvrage. Est-ce que vous avez cette impression d'être abouti à quelque chose et de passer maintenant à autre chose? Oui, tout à fait, ouais. Là, je suis en train de terminer un livre qui est plutôt, je ne veux pas tellement en parler, mais en tout cas dans une forme de sincérité. Et oui, tout à fait, je pense que pas que dans l'écriture est la continuité et l'écho de mes cycles de vie. Et il y a une période pour se débattre un petit peu avec qui on est, pourquoi on est venu au monde, la compréhension de ce mystère qui est notre existence, aussi le besoin de vouloir légitimer notre existence pour trouver de bonnes raisons d'être là, d'être aimé, d'aimer les autres. Donc ça peut être assez complexe et long. Et je n'ai pas fini avec cette période, bien sûr. Mais en effet, le nouveau cycle qui s'ouvre et que je sens dans l'écriture et aussi dans ma vie relationnelle, tout ça, c'est plus limpide, ce qui ne veut pas dire moins complexe, mais plus limpide et plus authentique, peut-être avec quelques masques de moins entre moi et moi-même. Ouais. Voilà. D'accord. Alors en plus d'écrire, vous proposez également des ateliers d'écriture, donc ateliers bohème, à destination donc des apprentis écrivains, pour les accompagner, on va dire, dans leur démarche d'écriture. Pourriez-vous nous en dire un petit peu plus justement sur ce procédé? Avez-vous vous-même bénéficié d'une telle aide quand vous étiez vous-même apprenti écrivain? Ou au contraire, est-ce que parce que vous en avez été privé, que vous souhaitez aider les autres aussi dans ce cadre-là? Voilà, si vous pouviez nous en dire un peu plus. Un peu les deux, je dirais que je me suis sentie à la fois accompagnée et pas toujours très bien accompagnée. Après, comme j'aime pas tellement être dans une posture de plainte, je me suis dit, c'était peut-être pas un hasard, c'était peut-être justement ce qu'il me fallait. Donc, on n'est jamais accompagné comme on souhaiterait être accompagné. Il y a toujours quelque chose où on a l'impression qu'il y a une petite carence, qu'on doit se débrouiller un peu nous-mêmes. Et qu'on revendique aussi. Enfin, moi, c'est un de mes paradoxes. C'est-à-dire, j'ai pu passer du temps quand même à dire je me sens pas assez soutenue et en même temps, je n'ai besoin de personne en Harley Davidson, quoi. Il faut que je sois toute seule et sinon, je n'ai pas l'impression de pouvoir vraiment saisir les rênes de mon existence.
Et l'écriture, on m'a proposé d'animer des ateliers d'écriture. Je pensais au départ, ouais, ça doit être un petit moyen d'arrondir ses fins de mois quand on est écrivain. Mais je trouvais quand même l'expérience intéressante, donc j'ai accepté de bon cœur. Et en fait, j'ai adoré. Proposer des propositions d'écriture, des exercices d'écriture à des gens que je ne connaissais pas, en présentiel, comme on dit, ou à distance. Et à distance, peut-être même encore plus, parce que sans connaître la personne, on les suit sur plusieurs semaines et on apprend à rentrer dans l'intimité de la psyché d'un individu qui ne dévoile même pas à ses proches, parce que c'est très intime l'écriture, et donc de tresser, enfin, comment on appelle ça là, de tisser un lien à la fois fait d'imaginaire et d'introspection réelle et concrète, et de donner des conseils dans le texte directement, qui ne sont pas des conseils académiques et formels, hein. C'est plutôt, là je suis votre lectrice et je me permets dans la marge de poser des questions, de relever des choses qui m'ont intriguée, surtout de poser des questions d'ailleurs, de commenter, de rebondir. Et c'est vraiment très intéressant, je trouve ça hyper enrichissant en tant qu'écrivain, parce que du coup aussi tout ce que je relève chez les autres, ça me permet de porter ce regard aussi sur moi, beaucoup plus. Grande leçon d'humilité, grande amélioration technique et un rapport humain vraiment très intéressant et pas du tout comme on a l'habitude de rencontrer les gens d'habitude. On les rencontre ailleurs, on les rencontre dans leur territoire le plus secret et le plus étonnant. Voilà, donc ça j'adore vraiment. Dans la présentation que vous faites des ateliers bohèmes, vous y indiquez notamment, et je vous cite, que ce qui vous aide à tolérer l'existence, c'est la perspective d'écrire toute votre vie. Alors, deux questions se sont posées à moi quand j'ai lu cette phrase. Déjà, faut-il, selon votre conception, être malheureux, ou tout au moins considérer l'existence comme un poids pour être écrivain ? Et en d'autres termes, peut-il y avoir des écrivains du bonheur ? Et la seconde question, peut-être plus personnelle, est-ce que l'écriture est pour vous un moyen de survie ? Alors déjà, cette phrase, je pourrais dire tout l'inverse aujourd'hui, mais comme souvent les phrases qu'on dit comme ça, on peut les retourner selon les humeurs, la météo. Et je trouve qu'elle est... Enfin, je vois pourquoi je l'avais dite et je suis allée au très classique. Hein, je suis pas... C'est vrai qu'elle s'inscrit un petit peu dans un discours, écrire pour survivre. En fait, je dirais plutôt que j'aimerais un jour ne plus avoir à écrire. Ça voudrait dire que je fais un avec le monde, avec moi-même, et le jour où je pourrais me contenter d'aller me balader dans la nature, de rire avec des inconnus, mes amis, de contempler le monde sans avoir besoin de le retranscrire, ça voudra dire qu'il n'y a plus rien d'incidentel, qu'il n'y aura plus de hiatus entre l'existence et moi, et le monde et moi. Donc ce serait plutôt ça que j'aimerais atteindre. Ouais, d'ailleurs, peut-être une forme d'ataraxie ou de dissolution bouddhiste, je sais pas, mais en même temps, je me dis, oh non, ce serait dommage quand même, parce que écrire me rend hyper joyeuse aussi. Donc, je trouve que dans l'écriture, ce qui est intéressant, c'est que ça transcende la dualité malheur-bonheur, survie, vie, mort. C'est justement, dans l'écriture, il y a la mort, il y a la vie, il y a le bonheur et le malheur qui se parlent en permanence, il y a le désespoir et un optimisme jaillissant. Je trouve que pour moi, c'est un des lieux où je me sens très à l'aise, parce que j'ai l'impression que, justement, ça transcende les dualités. Et que c'est un magma, voilà, c'est un magma, c'est composite, c'est hybride. Ça nous permet aussi d'exprimer notre part la plus hybride, la plus complexe, la plus composite. Et si j'observe autour de moi les écrivains, je pense que le mythe de l'écrivain malheureux qui existe, mais je dirais plutôt ce sont de malheureux qui étaient vraiment malheureux, quoi qu'ils auraient fait dans leur vie. De toute façon, il y a un moment où le bonheur, le malheur, leur malheur, peut-être qu'ils l'ont embrassé et qu'ils l'ont bercé comme une sorte de deuxième peau, et ce qui a sublimé sans doute ce qu'ils écrivaient. Donc voilà. Mais non, je pense pas que... Avoir des choses à dire, c'est pas se positionner du côté de la souffrance ou de la joie. C'est une vision du monde, une expérience de la vie.
Alors, si l'on se focalise plus principalement sur votre dernier ouvrage, donc Les Fillettes, qui est, pour résumer vraiment en très gros traits, le récit finalement des derniers moments d'une mère de famille en proie à la drogue, avec donc son mari et ses 3 filles en bas âge. Voilà, si on ouvre votre livre en faisant un petit peu abstraction de votre parcours, en étant finalement vierge d'informations sur vous-même, on pourrait penser finalement que Les Fillettes sont un roman. D'ailleurs, c'est écrit en page de garde, Les Fillettes roman. Mais finalement, on apprend dans l'épilogue que vous avez écrit que le récit est inspiré en grande partie de faits autobiographiques, ce qui en rend le message et la tonalité d'autant plus poignant. Peut-on dire finalement que cette histoire est, de toutes vos histoires, de tous vos ouvrages, l'histoire la plus intime, la plus personnelle? Oui, on peut le dire. Hmm. On peut le dire, tout à fait. Après, ça dépend ce qu'on entend par intimité, parce que dans mes 2 premiers romans, euh, je, je pense qu'il y a de l'inconscient. Et l'inconscient, c'est quand même très intime. Il y a beaucoup de symboles. Voilà, quand je en parlais tout à l'heure, beaucoup de violence. Et donc, la violence, c'est vraiment quelque chose qui est enfoui à l'intérieur de soi. Et quand on l'extériorise et qu'on décide d'en faire un objet en plus et de le diffuser dans le monde, c'est aussi quand même exposer une grande part intime. Bizarrement, Les Fillettes, qui est plutôt autobiographique, j'ai eu l'impression d'être moins impudique parce que c'est une histoire vraie et que la vérité vient ici, presque comme un paravent, protéger un petit peu la part... C'est ça, peut-être que j'ai plus de pudeur avec mon inconscient qu'avec les événements de ma vie, même si je les raconte à ma manière. Alors justement, qu'est-ce qui vous a motivé dans la rédaction de ces événements de votre vie? Qu'est-ce qui vous a vraiment motivé dans ce processus? Oui, si, il y a eu un petit déclencheur quand même. Euh, Quand ma grand-mère maternelle est morte il y a 3 ans, j'ai trouvé des papiers, des documents qu'elle avait conservés. Et je suis tombée sur des dessins et des lettres que ma grande sœur Juliette et moi, mais surtout ceux de Juliette, parce qu'elle elle savait écrire. Moi, j'allais rentrer en CP quand notre mère est morte. Et en fait, Juliette, donc, qui savait à peine écrire, avait rédigé des lettres à notre mère qui était dans le coma, puisqu'elle était dans le coma pendant 6 mois, 4 mois, et qui disait avec plein de fautes, c'est même pas des fautes d'orthographe, mais elle écrivait de manière phonétique, maman, réveille-toi, en plus elle a écrit révèle-toi, je t'en supplie, écoute-moi, si tu fais un effort et tu vas vivre. Et c'était, quand je suis tombée là-dessus, ça a été, déjà ça a tout réouvert, parce que c'est une période qui était loin de 25 ans. Et de tomber sur l'écriture donc d'une gamine qui s'adresse à sa mère, et le papier était là, et elle l'a jamais lu. Et de savoir que ma grand-mère avait gardé cette lettre, qu'elle l'avait lue, qu'elle n'a jamais donnée à ma mère bien sûr, mais elle avait dû nous dire on va écrire des lettres pour maman qui est à l'hôpital pour qu'elle se réveille. Donc bien sûr, c'était très poignant. Poignant comme si c'était mon histoire et comme si c'était une autre histoire, hein, vraiment. La petite fille qui était ma grande sœur n'existe plus, ma mère non plus, enfin toutes ces choses comme ça, je me suis dit, non mais il faut à tout prix que j'en parle de tout ça, ma grand-mère est morte là, donc une page se tourne, et donc j'ai replongé dans tous ces documents, dans tout ça, et dans cette atmosphère des 5 premières années de ma vie en fait, parce que Les Fillettes, c'est l'histoire d'une atmosphère de 0 à 5 ans et demi, de sentir, de venir au monde avec une menace au-dessus de sa tête, en disant il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui va pas, et ça va pas durer. Enfin, et les enfants le sentent vachement, et je me disais, et même ma grande sœur, on disait, tous les jours on se disait, bon, quand est-ce que on n'avait pas ces mots-là, on se disait pas drame, la mort et tout, mais on sentait qu'il y avait un truc qui allait exploser en fait, voilà. Et peut-être même plus que les adultes qui se font un peu l'autruche souvent quand les choses ne vont pas, mais si ça va aller, on fait comme si ça... Et je pense que je voulais restituer ce regard hyper instinctif de l'enfant qui, l'image que je prends souvent, c'est le chien ou les oiseaux qui sentent qu'il va y avoir un séisme, alors que les humains sont tellement coupés de leurs sensations extrasensorielles, de leur rapport au monde et tout, qui sentent pas ces ondes. Mais très clairement, la mort rôdait un petit peu dans notre maison. Et nous, on la sentait. Et c'est ça que j'ai voulu restituer. Cette captation. On sent aussi de votre côté, puisqu'on parlait de Juliette tout à l'heure, davantage peut-être d'empathie ou de proximité avec l'aînée des 3 filles, peut-être en raison de son âge, puisque vous aviez... Le récit se déroule en 1995, vous aviez 6 ans, c'est à peu près le même âge que l'aînée des 3 filles. Est-ce que c'était un parti pris de votre part, justement, peut-être d'adopter
De préférence, le point de vue de l'aînée des 3 filles. Alors, Justine, dans le roman, c'est vrai que j'ai voulu un petit peu rendre hommage à ma grande sœur parce que je suis tombée sur ses lettres finalement, quand une famille est torpillée par une tragédie, chacun vit, on le vit collectivement, mais quand même, on le vit chacun dans sa chair et dans sa sensibilité. Et il y a beaucoup de solitude, même quand on est plusieurs à le vivre. C'est le propre aussi de la souffrance, ça, on peut la communiquer, mais on est quand même seul avec. Et, et c'est vrai que je me suis dit, bah, finalement, je sais pas tellement comment mes sœurs, mon père ont vécu ça. Et ça m'a paru nécessaire par empathie, mais par compassion plus, au sens de souffrir avec, pour le coup, de rentrer dans leur manière dans leur psyché, vraiment. Et Justine prend peut-être un petit peu plus de place. Moi, je suis censée être plus la deuxième Laurette. Mais parce qu'en fait, elle est l'intrépide aussi, donc elle guide le récit, elle sèche l'école, elle va chercher sa petite sœur à l'école, elle est plus révoltée, elle est plus indignée. En fait, elle est réellement indignée par la vie et par ce qu'elle doit observer, par ce dont elle est témoin. Elle est révoltée, quoi. Donc c'était une narration plus forte, quoi, un moteur narratif plus puissant. Alors justement, cette narration via le regard d'enfant permet de traiter d'un sujet grave qui est la drogue et la dépendance sur un mode peut-être un petit peu plus léger. Disons, les enfants ne sachant évidemment pas en quoi consiste cette drogue et ne voyant pas l'issue fatale qui pourrait se profiler, cela serait-il un moyen pour vous de dédramatiser un petit peu cette situation ou l'approche que vous avez de ce sujet difficile? Pas tellement de le dédramatiser, parce que comme j'étais enfant, mon expérience, c'est l'expérience d'une enfant. Donc un enfant ne sait pas ce que c'est vraiment que des drogues et pourquoi on en prend, mais il observe que un adulte allume compulsivement une cigarette, ouvre une canette et va la cacher, prend des médicaments de manière anarchique et compulsive, donc il observe tout ça. Ce qui est assez proche de l'univers de l'enfant, c'est que l'enfant est un être compulsif, il aime les bonbons, il aime les petites gélules et tout. Donc je me suis plutôt mise à hauteur d'enfant, tel que cette réalité vient s'imposer dans la vision du monde d'un enfant, tout en, comme je disais, ne niant pas le fait que l'enfant a beau observer tout ça, il n'est pas dupe non plus. Il se dit, c'est pas ce que les autres parents font, il doit y avoir un truc qui cloche, voilà. Alors justement, vous développez une réflexion assez intéressante sur l'enfance. Bon, on sait que c'est l'âge de l'innocence, certes, mais cela n'empêche pas, comme vous venez de le dire, d'avoir un regard assez perçant aussi sur une certaine lucidité sur le monde qui les entoure, parfois même plus que les adultes. Donc c'est aussi l'âge poétique, de l'imagination par excellence. Donc pour vous, l'enfance, qu'est-ce que c'est finalement? Comment on pourrait... Comment vous abordez ça? C'est toujours un petit peu difficile de, comme ça, compresser toute une période de vie. Mais d'ailleurs, je dirais que c'est pas une période de vie, justement. C'est-à-dire que quand on est de fait un enfant, parce qu'on est caractérisé comme ça par nos attributs physiques, et parce que le monde s'adresse à nous comme à des enfants. Mais c'est marrant parce que tout à l'heure, je prenais le métro pour venir ici, et il y avait 3 gamines qui étaient dans la rame et qui se tenaient un peu comme elles avaient envie de se tenir. Donc, elles faisaient limite la position du guerrier en yoga et tout. Et je me disais, mais qu'est-ce qui fait que si un adulte, là, se tenait comme ça, on s'en méfierait, on se dirait, il est bizarre, il y a un truc... quand même qui tourne pas rond chez cet adulte. Ça se joue à quoi? Est-ce que c'est la société qui a défini que non, il y a un âge où on se tient, on parle comme si, nos gestes ne nous appartiennent plus tellement, on n'a pas, voilà, nos regards non plus, notre parole, moi là j'en suis l'archétype même, une manière de poser sa voix, de tenir sa tête, de regarder les gens. Et en fait, il y a un milliard de trucs qu'on ne fait pas. Plus que de choses qu'on peut faire, en fait. C'est ça, être adulte, c'est presque de la suppression de plein de choses. Et je dirais que l'enfance, c'est la totalité. Je pense que l'enfance est totalitaire. D'ailleurs, un enfant, si on lui dit pas ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut pas faire, l'espace et le temps ne l'intéressent pas du tout, les limites ne l'intéressent pas trop, à part les limites qui mettent sa vie en danger. Et l'adulte, c'est l'absence, voilà, c'est une diminution de tout son être. Et pourquoi on prend de la drogue ou pourquoi on crée? Pour retrouver un petit peu de marge de manœuvre, pour de l'amplitude existentielle, à défaut de liberté, mais de possibilités, de souffle,
Ouais, de l'attitude, vraiment. Après, on en fait ce qu'on veut, mais... Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous venez de dire là sur l'enfance comme libération par rapport à ces contraintes qu'on peut s'imposer, ça peut aussi s'appliquer à un autre thème que vous traitez du coup dans votre ouvrage et qui est la famille, bien sûr. Mm. Et vous opposez d'ailleurs deux modèles. Alors, le premier, bien sûr, c'est le vôtre, enfin, celui du personnage principal, donc de Rebecca, de son mari Anton et de leurs 3 filles. Une famille qui jouit d'un réel bonheur, un quoique fugace malheureusement, et d'une voilà, peut-être une famille un petit peu dysfonctionnelle en raison de ce problème de drogue qui est voilà, sous-jacent. Et un autre modèle, alors qu'on pourrait aussi peut-être comparer plaisamment à cette famille Le Quesnoy, hein, dans le film d'Étienne Châtillier, La vie est un long fleuve tranquille, famille un peu bourgeoise, bien sous tout rapport, très compassée justement. Alors, le bonheur éphémère, hein, justement, sera-t-il pour vous toujours préférable à une longue vie plutôt terne? C'est qui déjà le philosophe qui dit mieux vaut une vie brève et heureuse? C'est Sénèque ou je sais plus, ou qu'une longue vie. Bah, je pense que c'est encore une manière très duale de voir les choses. La longévité n'est pas forcément signe de morosité et d'ennui. La fugacité et l'intensité, contrairement à ce qu'on croit et ce qui a été véhiculé dans beaucoup trop de livres, n'est pas du tout un facteur de bonheur. Au contraire, je pense que l'intensité souvent vient annuler un peu le bonheur. Je pense que le bonheur, c'est ce qui s'inscrit, c'est ce qui s'ancre, c'est ce qui s'approfondit. Et comme le titre du livre de Olivenstein, qui a créé Marmottan, où ma mère justement avait fait une cure, il n'y a pas de drogué heureux. S'il n'y a pas de drogué heureux, il ne peut pas vraiment y avoir de famille avec un drogué heureux. Voilà, donc pour moi, une famille où quelqu'un souffre par une addiction qui le rend... l'ombre de lui-même et qui l'empêche d'aimer les gens qu'il a mis au monde, les êtres qu'il a mis au monde, c'est... Voilà, je pense que j'ai un petit peu romancé dans ce livre le bonheur, comme ça, disons que c'est pas qu'on était mal... C'est que c'est même la question du bonheur se posait même pas, en fait, puisque la question de la survie prenait le devant. Ça veut pas dire qu'il n'y avait pas des moments de joie, mais quand on est inquiet du matin au soir parce qu'on sent qu'il y a quelqu'un qui est en train de foncer dans le mur, il n'y a absolument pas la possibilité d'un bonheur. Je dirais même que quand notre mère est morte, il y a eu un soulagement même chez les enfants. Mais bien sûr qu'on ne peut pas s'autoriser à exprimer. On peut dire, ouf, elle est morte, pas du tout. C'est le drame absolu. Et c'est la tragédie qui marque une vie à jamais. Mais du coup, c'est vrai que je pense que même dans mon rapport, je me pose pas la question du bonheur comme, encore une fois, est-ce que je suis heureuse ou malheureuse J'aime bien l'idée qu'une même situation peut fourmiller de cette complexité, de joie, d'inquiétude. C'est ce qui fait la tension de l'existence et c'est ce que j'aime bien. Mais moi, par exemple, je suis plutôt quelqu'un qui cherche quand même à être heureuse. C'est même presque un peu une obsession. La joie, le bien-être, j'ai envie d'être à l'aise, j'ai envie d'être joyeuse. Et je supporte pas d'être mal à l'aise, d'être frustrée, d'être contrariée. Donc, on pourrait dire que d'une certaine manière, j'organise ma vie pour être heureuse. Alors, votre roman consacre aussi de nombreux passages aux stupéfiants comme poison et remède, moyen de s'échapper du réel, mais aussi de le ressaisir. Alors, pour vous, l'écriture est-elle aussi ce qu'on appelle en philosophie un pharmacone, donc poison et remède, finalement une sorte de façon de se replier, mais aussi d'atteindre une forme de rédemption? Ouais, rédemption, c'est un terme très très fort. D'ailleurs, par rapport à quoi à une certaine culpabilité qui aurait à exister. Non, je pense justement que ce qui plombe l'être, comme par exemple Rebecca dans mon livre, c'est d'être née avec une culpabilité qui lui incombe et elle ne sait pas d'où elle vient. Et je pense que cette culpabilité existentielle fait se diriger vers la drogue, les médicaments qui vont se retourner contre nous parce qu'on en fait un mauvais usage. Rebecca a une passion pour la drogue comme pour l'écriture. Aucun des deux ne parvient à la sauver parce que je pense que le poids de la culpabilité était beaucoup trop écrasant et que, en fait, je suis persuadée que si salut il doit y avoir, si on doit se sauver, déjà on se sauve soi-même
Et on se sauve soi-même par une extrême compréhension, indulgence, bonté et tendresse à notre propre égard, et non pas justement avec, la rédemption, l'administration de médicaments, non plus l'écriture comme une manière d'expurger ou d'expier quelque chose. Bon, ça c'est mon rapport à tout ça, mais aussi j'ai vu que ça n'avait pas... J'observe que, d'ailleurs, même chez des écrivains que j'admire énormément, et des artistes que j'admire... Comme qui, par exemple? Bon, Van Gogh, là, je viens de terminer un petit livre sur Van Gogh, et j'adore Van Gogh en tant qu'humain, et j'adore en tant que peintre, en tant qu'écrivain, il est sublime, mais ce qui me touche le plus, c'est l'humain. Et pareil, on a l'impression de sentir chez lui, ce qui peut-être a déterminé son génie, mais on a l'impression de sentir une grande... culpabilité à exister, ou un poids comme ça qui est au-dessus de ses épaules. Alors peut-être que c'est des choses transgénérationnelles, cosmiques, je sais pas, et si ça permet de faire des chefs-d'œuvre, tant mieux. Mais si c'est pour se tirer une balle dans le cœur et mourir tout seul à 37 ans, va faucher comme ça, c'est aussi, voilà, on peut se poser la question qu'est-ce que... oui, peut-être que l'art, c'est un sacrifice de soi, parfois. Alors ça me permet de faire la transition avec mon autre question, puisque Les Fillettes donc, sont aussi un roman d'apprentissage, de la vie côtoyant la mort et la maladie, mais aussi celui du procédé d'écriture. On voit par exemple donc, la mère Rebecca qui a des velléités d'écrire, hein, elle tient un journal qui est d'ailleurs très travaillé, très littéraire, et sa fille Justine apprend justement à lire et écrire pour pouvoir communiquer avec sa mère. Alors on en revient là encore peut-être au trauma comme élément déclencheur finalement. Peut-on dire également que c'est par la disparition de la mère que ce livre a pu naître finalement? Par la disparition de la mère, ou... Bah, c'est sûr que, bien sûr que j'aurais pas écrit ce livre si ma mère n'était pas morte. Oui, ça c'est sûr. Oui. En fait, c'est vrai que... Et en plus, c'est vrai que je l'ai écrit un petit peu de sorte à la révéler. Justement, comme je le disais, dans la lettre, Juliette dit « révèle-toi », ce que je trouvais un lapsus magnifique, se réveiller et se révéler. Et c'est vrai que c'est un petit peu... comme il y a des extraits de son journal, je vais au plus près aussi de ce qu'elle vit. Et il y a aussi un phénomène un petit peu particulier et magique qui fait que quand on écrit, on se dit « mais c'est marrant, c'est pas que moi qui écris là quand même ». Il y a des présences, ça c'est sûr. Donc oui, sans doute que je l'ai écrit avec ma mère, en tout cas, ce livre. Mais voilà, justement, quand je parlais de disparition de la mère, c'était peut-être au sens psychanalytique du terme, parce qu'en plus, la psychanalyse est également abordée dans votre ouvrage. Est-ce que l'effacement de la mère a permis de vous révéler, en gros, en tant qu'écrivain, et de marcher dans les pas, finalement, de votre mère, qui, elle aussi, avait cette ambition d'écrire et qui, finalement, n'a pas abouti Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. J'ai... Très jeune, puisque donc, j'avais 5 ans et demi quand elle est morte, très jeune, j'ai voulu écrire pour aussi pouvoir reprendre un peu ce flambeau. Enfin, à 5 ans et demi, je ne savais pas forcément tout ça, hein, mais disons dès l'adolescence, plutôt quand je suis tombée sur ces carnets vers 15 ans, ces journaux intimes. Et ensuite, oui, en fait, quand on écrit aussi, c'est pas juste ma voix, moi qui dis je. C'est une voix parfois plus collective. Et puis, c'est une voix peut-être plus spirituelle aussi. Donc, même, je dirais... avant, j'aurais dit oui, j'ai écrit ce livre pour ma mère et pour un petit peu la faire vivre là où elle n'a pas pu tellement poursuivre son rêve d'écriture. Et maintenant, je dirais que c'est peut-être encore plus large pour toutes les femmes qui n'ont pas... qui ne prennent pas la parole, qui sont prisonnières de leur psyché ou prisonnières de leur vie de femme ou de leur vie de mère. Et maintenant, je dirais aussi peut-être pour tous les êtres et ça rejoint aussi les ateliers d'écriture. Ce que j'ai envie de proposer aux gens, c'est de convoquer leurs mots, de s'autoriser à écrire, de ne pas être intimidé par ça, de comprendre que c'est la plus grande richesse qu'on ait, de mettre des mots sur notre histoire, sur nos rêves, sur nos souffrances, sur nos bonheurs, et de pouvoir se rendre compte aussi que nos mots, voilà, dans les deux sens, M-O-T-S, M-A-U-X, sont un peu ceux de tout le monde. En tout cas, c'est la toile la plus large que l'humanité puisse créer. C'est, je pense, ouais. D'accord.
Alors il y a de nombreuses références culturelles tout au long du récit, bon, qu'il s'agisse de littérature bien sûr, hein, on mentionne Dostoïevski, Fitzgerald notamment, de musique, ça va de Police à Jeanne Masse, en passant aussi par la publicité, les dessins animés, les émissions de télévision très marquées années 90. On mentionne Club Dorothée, Dragon Ball Z, Le Roi Lion, etc. Peut-on dire que cette histoire finalement est aussi celle d'une génération, celle finalement qui a grandi dans les années 90 et qui peut se retrouver dans toutes ces références? Je pense, si les gens s'y retrouvent, ce que je trouve hyper intéressant avec les années 90, c'est que c'est assez récent. On ne l'a pas encore étudié comme les années 80. On commence un petit peu, parce que ça commence aussi à dater. Mais j'ai l'impression que c'est un vortex, ces années 90. J'ai l'impression que c'est un corridor d'âmes fauchées, d'âmes errantes. Il y a eu le sida, il y a eu la drogue. Et le sida et la drogue, on en parle beaucoup moins. Mais on n'a pas résolu ces questions symboliquement. Ça a été des fléaux. Tout le monde a paniqué. Les gens ont été fauchés massivement dans la fleur de l'âge, la trentaine, la quarantaine, beaucoup d'artistes aussi. Et ce côté, même esthétiquement, quelque chose de métallique, les paillettes, un truc un peu carré comme ça. Et ce corridor de la mort, c'est comme ça que je vois, moi. Et j'ai l'impression que... Après, on est passé dans les années 2000, Internet, grosse mutation, et les années 90, on ne veut pas trop s'y pencher. Mais c'est comme si c'était, pour moi, il y a quelque chose d'un petit peu pré-apocalyptique, avec des salves de gens qui disparaissent. Mais ok, c'est bon, on a la trithérapie, mais oui, mais qu'est-ce que c'est vraiment, presque spirituellement ou chamaniquement, qu'est-ce qui s'est passé dans cette décennie ? Je trouve que c'est ça qui est intéressant. Et en tant qu'enfant, de naître à cette période, c'est aussi une expérience très particulière parce que c'est un état du monde très, très agité et en même temps statique. Je sais pas, je la trouve étonnante cette décennie. D'accord. Vous indiquez dans votre épilogue, je vous cite, vouloir agripper la lumière qui s'insinue dans les failles, entre autres termes, mais vous nous confirmerez, extraire finalement la beauté de situations noires ou dramatiques. On le voit particulièrement bien donc, dans la façon dont vous dépeignez le monde, on va dire un petit peu protégé, coloré, poétique de cette famille construite par la mère Rebecca, malgré le drame inéluctable donc, qui s'annonce. Dites-nous en plus sur ce souci de sublimer la fêlure dont vous parlez dans votre épilogue. En quoi cela consiste exactement ? Alors, je pense que c'est assez répandu en art. Je dirais que c'est presque le principe de l'art, en fait. Comment s'appelle la technique japonaise, là, du vase cassé qu'on remplace par la fissure, on y fait couler de l'or. Oui, je sais plus c'est magnifique. Et c'est la métaphore parfaite de ça. On est tous ébréchés. On va tous l'être, certains plus que d'autres. Certains, malheureusement, naissent vraiment déjà dans des conditions tellement fracturantes et... Voilà, mais on n'a pas tous la même capacité à faire de ces blessures, de ces traumas, de ces fêlures, une force ou quelque chose avec lesquels on arrive à composer. Et je pense que c'est aussi une inégalité, pas une injustice. Une des inégalités, c'est qu'on n'a pas tous cette même... peut-être voracité existentielle, peut-être que quand certains êtres sont dotés d'un tel appétit de vivre que peu importe on pourra leur rouler dessus sur le corps, sur tous les traumatismes et tout, ils auront à chaque fois cette soif de vivre cet instant qui leur est imparti et qui est pas très long en général. Et l'art, je pense que c'est une manière de sublimer. Avant de sublimer, de comprendre aussi, de dire c'est important d'accepter, de dire voilà ce qui s'est passé, selon moi, j'ai besoin d'écrire mon histoire. Je pense que dans les fillettes, c'est plutôt ça en fait. Hein. Je dis voilà, c'est ce qui s'est passé, c'est ma petite tombe à moi, quoi. C'est mon petit cercueil, joli, avec des petites fleurs que je mets sur un fleuve, comme ça, comme les Mexicains, ou comme dans le temps des Gitans, que ma mère regardait quand elle était enceinte de moi, elle écoutait la BO. Après, je l'ai vue, et j'adore cette scène comme ça, là, sur l'eau, avec toutes les flammes, les flambeaux, les fleurs. On se dit, ah tiens, la mort, c'est vraiment un voyage vers un autre monde, et tout le monde vous accompagne, parce que tout le monde va y passer. Donc je pense que ce livre, en général, pour moi, l'art, c'est ça aussi, il peut y avoir un côté rite mortuaire, mais en même temps collectif, joyeux et qui embrase un petit peu les cœurs de tout le monde. Clarisse Goroka, je vous remercie. Merci à vous.